Bienvenue dans votre émission Nous les femmes. Au sommaire de cette émission, vous aurez en santé un gynécologue pour nous parler des règles douloureuses. Et ensuite, vous aurez le portrait de Ashta Saleh Daman, un style de vie. Nous parlerons de la mode. Et pour terminer, nous parlerons aussi de la relation entre belle-mère et belle-fille. A tout de suite. Très heureuse de vous retrouver dans cette émission, Nous les femmes. Vu que c'est notre espace, nous allons commencer par la dame Ashta Saleh Daman. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup Madi et merci de m'avoir invitée pour la première. Vous n'êtes pas à présenter, on va le dire. Ben si, quand même. Vous êtes journaliste, vous êtes passé par là, vous avez été secrétaire d'État aux affaires étrangères, ensuite à l'éducation. Oui. C'est un retour chez vous aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc après un détour et flirter avec d'autres métiers et d'autres responsabilités, voilà, je reviens chez moi. Donc voilà, je suis chez moi. Bienvenue chez vous. J'y reste. Vu que les femmes sont gentilles, on s'est dit, non, on ne vit pas dans un espace où on est toute seule. Il y a des hommes qui sont avec nous. On vous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, docteur. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, avec vous, on parlera des règles douloureuses. Bien, il n'y a pas de problème. Je suis là pour quelques explications. Heureusement pour moi, je n'en souffre pas. Heureusement, comme ça, vous comprenez moins la douleur des femmes. Oui, mais je suis au quotidien, je soigne les femmes, celles qui en souffrent, donc je le vis tous les jours, hein, c'est comme si moi-même j'en avais. Il n'y a pas de problème, on en parlera tout à l'heure. À tout à l'heure. Ensuite, ton style de vie, même si design nous amène dans l'univers de la mode, ça va? Ça va bien. On voit déjà le style, hein? Ouais. Les cheveux, les lunettes. Ça casse un peu le rythme, là. Ouais. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Nous allons regarder le portrait de Ashta Saleh Daman et on revient tout de suite sur le plateau. De plus en plus, je peux dire, les femmes, les jeunes femmes en général, se prennent en charge. Et ça, c'est très important. D'abord, elles font des études. Et elles font de grandes études. Elles sont compétentes et elles s'affirment. Elles ne déçoivent pas. Elles s'affirment par leur travail, elles s'affirment par leurs compétences, elles s'affirment parce qu'elles font bien le travail. Nous sommes chez Ashta Saleh Daman, journaliste de formation. Elle est l'une des nombreuses femmes battantes que compte le Tchad. Juste après le bac, j'étais recrutée à la télé et peu à peu j'ai fait mon petit parcours, mon petit bonhomme de chemin, donc à la télévision tchadienne. J'étais speakerine. Ensuite, j'ai présenté des émissions donc, pour enfants. Et puis, à la rédaction, ils ont constaté qu'il y a eu un manque de journalistes. Donc, on m'appelait pour des petits reportages. Et puis ensuite, peu à peu, j'ai présenté la dernière édition, la dernière heure d'édition du journal en français. Et bon, voilà quoi, j'ai intégré la rédaction après le programme. Avant d'aller à Niamey, j'ai fait la fac ici des lettres, j'ai fait la faculté des lettres. Okay. Et puis après, il y a cette bourse-là qui est arrivée, donc j'ai dû interrompre mes études ici à l'université pour aller au Niger et suivre des études de journalisme. De retour au pays, Ashta Saleh n'a pas perdu de temps pour regagner la maison de ses rêves, la télévision nationale tchadienne. Je suis revenue à la télévision, donc j'ai repris à la télévision, j'ai présenté la grande édition et en même temps j'ai présenté donc une autre émission d'information. Mais sinon j'ai été nommée au ministère donc, de la communication comme conseillère du ministre. Donc, le ministre m'a demandé de bien vouloir prêter main forte à la rédaction en présentant le journal. De la télé Tchad au Haut Conseil de la communication, en passant par le ministère de la communication, Ashta Saleh Daman a assumé des grandes responsabilités pour la nation. Fini en tant que conseillère donc, au ministère. Il y a eu des élections qui s'ouvraient au Haut Conseil de la communication.
Et donc, j'ai dit, mais pourquoi pas tenter, quoi. Et c'est comme ça que j'ai été élue au Conseil de la communication comme conseillère. Alors, mais vice-présidente, c'était encore une autre affaire parce qu'à l'intérieur, le bureau, on doit voter les membres du bureau. J'ai encore postulé et j'ai été élue vice-présidente du Haut Conseil de la communication pendant un premier mandat terminé de 3 ans. On a terminé. Et puis ensuite, on est revenu encore pour d'autres élections. J'ai été réélue encore par mes pairs. Et encore, c'est parti pour 3 autres années. Après le HCC, je suis revenue au ministère de la Communication, mais en tant que secrétaire général du ministère. Donc, j'ai assumé cette responsabilité du secrétariat général pendant 2 ans, à peu près. Et puis, pendant que j'étais secrétaire général du ministère de la Communication, eh bien, j'ai été nommée, à mon grand bonheur, hein, on peut dire ça. J'étais donc nommée secrétaire d'État aux affaires étrangères. Un bon journaliste averti, Ashta n'a pas raté l'occasion pour attirer l'attention de la jeune génération de l'Office national des médias audiovisuels à plus de professionnalisme dans le travail et surtout le travail bien fait. Et voilà, retour sur le plateau de votre émission, Nous les femmes. Ça fait quoi de se voir à l'écran? Ça fait drôle. Ça fait drôle de se voir. Merci beaucoup. C'est bien joli. Le papier, il est bien fait aussi. Tout à fait. Je vous en félicite. Merci. Voilà. Donc c'est une tranche de vie. Et peut-être aussi, je dirais que c'est un bel hommage, hein, après tout ce parcours. Je ne suis pas peut-être en fin de vie, mais ça fait quand même plaisir de voir qu'on s'intéresse à nous, nous qui avons fait un peu cette télévision-là, parce que dites-vous que nous, on a commencé avec la télévision tchadienne. On n'avait pas tout ça, là. On n'avait pas ce genre de plateau. Là, c'est waouh, quoi. Mais avant, si vous voyez notre studio, je crois que quelques-uns sont parmi nous ici. C'était un tout petit studio qui fait office et de studio et aussi de régie. Donc, c'était un amalgame total, mais on sortait quand même un bon produit qui est, qui est apprécié. Donc, voilà. Docteur, vous avez vu le portrait de la dame? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, mais je crois que pour la jeune génération, c'est un exemple à suivre. Une femme inspirante. Oui, c'est vraiment un exemple. Et il faut le travail bien fait. Oui. Ouais. Vous êtes souvent avec les femmes, hein, vous? Oui, bien sûr. Tous les jours. C'est vrai qu'elles viennent souvent accompagner des hommes, mais on est souvent avec les femmes. Et je crois que les femmes qui travaillent bien, se soignent bien aussi. C'est vrai qu'elles vont souvent vers vous, c'est pour un cas, on va dire, particulier. Mais vous, en tant que médecin, gynécologue, vous arrivez à détecter le caractère des femmes? Absolument, mais on est obligé. Soigner une femme, il faut d'abord gagner la confiance, il faut une certaine simplicité pour comprendre son problème. Parce que si elle n'a pas confiance en vous, elle ne pourra pas dire son véritable problème. Hein. Mais justement, docteur, je trouve que les femmes, elles ont tendance à aller voir des gynécologues hommes que d'aller vers les femmes. Je n'ai pas compris pourquoi. Bon, là, pourtant, moi, mon gynécologue est un monsieur. Hein. Non, je pense souvent que c'est l'influence de la religion qui joue un peu, mais avec le progrès, ces derniers temps, il n'y a pas cette barrière-là qui gêne. Mais sinon, par le passé, il y avait souvent cet obstacle. C'est souvent les hommes qui n'aiment pas trop que les femmes aillent vers les gynécologues hommes, mais au fil du temps, ce n'est plus un obstacle. On va avec vous, même si design. Ouais. Vous avez vu le portrait? Ouais. On est encore sur le portrait de la femme. Hein? Ah, moi, Vous l'avez en face de vous? Oui, moi je pense que c'est pour moi un grand plaisir de faire la connaissance. Pour moi, c'est une maman pour moi. Comme on le dit toujours, toutes les femmes sont des mères pour nous et vraiment il faut les rendre hommage à ce qu'elle a fait. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est comme le docteur vient de dire, c'est déjà
un exemple pour toutes les femmes ou bien encore pour toute une génération qui vient de commencer de comprendre comment l'élan de travail, l'élan d'une femme battante, d'une femme qui peut faire de grandes choses pour la nation tchadienne. Parce qu'aujourd'hui, les gens essayent toujours de trouver que la femme est toujours celle qui est restée derrière. Là, ce n'est plus ça. Il faut que les gens enlèvent dans leur tête cette image et qu'ils donnent la position à la femme ce qu'il faut pour qu'elle puisse apporter à la nation. Voilà pour moi. Moi, c'est bravo et beaucoup de cœur pour elle. Apparemment, on va continuer. On poursuit avec vous, docteur. Okay. Vous pensez quoi des parcours de ces gens de femmes? Bien, je pense. Est-ce qu'autour de vous encouragez les femmes à plus exceller dans un domaine assez particulier? Non, je ne pense pas qu'il ne faut pas emprisonner les femmes dans un domaine précis. Non. Tous les domaines peuvent être dominés par les femmes. Et la preuve, c'est que le journalisme, elle est partie du journalisme, maintenant elle a géré un ministère, elle est partie de là pour aller gérer un autre ministère. Vous voyez, ça veut dire que la femme peut faire tout, mais à condition qu'elle s'impose. D'abord les études supérieures, qui doivent être l'apanage de tout le monde, pas seulement les femmes. Et là, je pense que l'obstacle lié à la scolarisation de la fille doit être levé. Je crois que c'est un exemple. Pour ceux qui suivent en ce moment l'émission, ils verront que non, mais je souhaiterais aussi que ma fille arrive à ce niveau. Bien sûr. Je pense que c'est un exemple à encourager. Et moi, je pense qu'une femme, elle peut tout faire. Gynécologue, journaliste, oui, elle peut tout faire, à condition qu'elle fasse des études normalement. Est-ce que tout ne dépend pas du milieu, en fait, dans lequel la fille se trouve? Oui, un peu aussi, parce que je suppose, ça dépend aussi des parents. Mais de plus en plus, on ne parle plus de cette restriction-là. Familiale. J'en ai été l'exemple. Parce que il y avait mon papa, moi je viens la deuxième fille après mon grand frère, donc je suis la deuxième dans la famille, du moins pour la maman. Et j'ai vu comment le papa il a encouragé mon grand frère. Il l'encourageait et il faisait tout ce qu'il voulait de le bas âge. Parce qu'au début, on était enfant, il lui achetait un vélo. Moi, je n'avais pas droit au vélo. Donc, je squattais un peu son vélo là pour monter. Et puis ensuite, plus on allait, donc il lui achetait une mobilette. Donc, il montait une mobilette. Moi, je n'avais pas la mobilette. Ensuite, on lui achetait une moto. Quand il partait au collège, j'étais au collège aussi. Je n'avais pas droit à la moto. Je montais avec lui, après il dit ouais mais non toi j'ai même pas envie de te prendre sur ma moto et tout, donc tu es obligé encore de m'emmener en voiture à l'école. Et donc on a vu les papas auparavant ils encourageaient beaucoup plus les garçons, parce qu'ils se disent que voilà c'est l'héritier parfait et tout, mais les choses ont changé aujourd'hui. Les choses ont changé, les parents ont de plus en plus confiance en leurs filles, ils protègent leurs filles, ils encouragent leurs filles. Ils font en sorte que leurs filles réussissent. Et les filles, je dirais que c'est les meilleurs enfants de leur papa, pas de leur maman. C'est les meilleurs. Les filles sont les meilleurs amis, les meilleurs enfants de leur papa. Donc vous avez parfaitement raison d'encourager plutôt les filles que les garçons. Mais il y a aussi des filles qui ne veulent pas faire d'efforts. Le docteur n'est pas d'accord alors. Parce que tout de suite, elles commencent par voir des garçons et pensent au mariage et c'est vite parti, un obstacle, un enfant arrive et finalement, ça devient un obstacle pour les études supérieures, surtout si on veut aller plus loin avec un semi-remorque, un bébé à côté là, il faut s'occuper de lui et voir son partenaire, tout ça, ça fait des obstacles. Mais je pense que le plus important, c'est effectivement l'encadrement des filles. C'est l'encadrement des filles. Et dès qu'on fait l'encadrement très tôt, on peut facilement les amener plus loin. Tout à fait, tout à fait. Merci. Nous allons passer à la seconde rubrique, c'est la rubrique santé. On parlera des règles douloureuses. Oui. Exactement. Donc on va permettre à nos téléspectateurs de suivre ce reportage et on revient tout à l'heure sur ce plateau. Ça a commencé, c'était quand j'avais 15 ans, où j'ai vu mes règles. Et c'était venu directement règles douloureuses. Donc, après l'accouchement, j'étais grosse quand j'avais 23 ans. Donc, j'étais passée par la césarienne. Après l'accouchement, maintenant,
je vois mes règles normales, pas comme avant. Et sinon, avant, je saignais 3 fois dans un mois. Et c'est un cycle de 6 jours à 7 jours. Donc maintenant, après l'accouchement, je vois 2 fois dans un mois. Et il y a un gynécologue qui m'a conseillé les produits, j'ai pris. Et maintenant, je vois un cycle de 28 jours. Quand ça commence comme ça, parfois 2 jours, 3 jours, et j'ai mal au bas-ventre, mal au rein. Ça me dérange beaucoup. Et quand ça commence comme ça, je prends Brufen. Et après Brufen, là, je suis allée à l'hôpital. On m'a dit Brufen, là même, ça aggrave le saignement. Ce vox pop traduit que le monde en est conscient. Mais en fait, qu'est-ce que la dysménorrhée? Un spécialiste en santé humaine nous en dit plus. Bon, les règles douloureuses, c'est l'ensemble des phénomènes douloureux qui accompagnent les menstrues, qui accompagnent les règles. Malheureusement, c'est une affection relativement fréquente. Ça concerne à peu près 30 à 50% des femmes. Et c'est des douleurs que quelquefois c'est difficile, c'est des douleurs assez intenses qui empêchent même certaines activités. Alors les règles douloureuses, il existe 2 types. Il y a ce qu'on appelle, dans notre jargon, on parle de dysménorrhée ou oligoménorrhée. C'est ce qu'on appelle en langage du commun des mortels, règles douloureuses. Alors les dysménorrhées, on a des dysménorrhées primaires et on a des dysménorrhées secondaires. Dysménorrhée primaire, c'est quoi? C'est le cas qui arrive le plus souvent à des jeunes filles, des adolescentes, hein, surtout pendant les premières règles ovulatoires. Hein. C'est ça, ce qu'on appelle dysménorrhée primaire. Et cette dysménorrhée primaire, c'est une anomalie purement fonctionnelle. Ce n'est pas que c'est une maladie. Parce que c'est une jeune fille qui vient de commencer à avoir ses menstrues. Donc au niveau de l'utérus, il y a une certaine rigidité au niveau du col utérin. Et quand la jeune fille entre en règle, vous voyez, les règles se situent dans la cavité de l'utérus et l'utérus doit se contracter pour évacuer son contenu. Et ce col rigide qui n'a pas encore fait couler les menstrues habituellement, ça donne une certaine lutte entre l'utérus et la petite ouverture qui doit permettre l'évacuation. Et c'est ça qui fait mal. Généralement, chez les jeunes filles, c'est ça. C'est ce qu'on appelle dysménorrhée primaire. Mais la dysménorrhée secondaire, c'est toujours... Généralement, c'est lié à une maladie. C'est-à-dire, c'est des femmes qui voient habituellement leurs règles sans douleur. Et puis, à une certaine période, la douleur s'installe autour des règles. Là, c'est une dysménorrhée secondaire. Et là, le plus souvent, il y a une maladie des règles qu'il faut chercher à diagnostiquer. Selon le médecin, les règles douloureuses ont plusieurs causes et se manifestent selon l'organisme de chaque individu. Le fibrome se situe au niveau de l'utérus et le sang est à l'intérieur de l'utérus. Donc au moment où il voit ces règles, l'utérus contenant un fibrome à côté ne peut pas se contracter normalement pour évacuer son contenu. Là, ça entraîne aussi de douleurs. Quelquefois, c'est accompagné même de saignements s'il y a une composante de ces fibromes qui touche à l'intérieur de l'utérus. D'autres causes, ça peut être une sténose du col, ça peut être acquise ou congénitale, c'est-à-dire c'est des malformations qui peuvent se situer au niveau du col, ou bien c'est des cols cicatriciels qui empêchent l'évacuation normalement des menstrues et ça peut faire mal. D'autres causes encore, ça peut être des infections pelviennes, c'est-à-dire autour de l'utérus, autour des ovaires, il y a des infections, une infection pelvienne qui accentue la douleur au mois des règles, au mois où l'utérus est en train de contracter. La durée de la dysménorrhée dépend également de l'organisme de chaque femme. Les risques sont énormes, alors prenons garde. Merci à Tarum pour ce beau reportage. Docteur, vous l'avez suivi, hein? Oui, avec intérêt, parce qu'il a déjà dit l'essentiel de ce qu'on peut dire autour des règles douloureuses chez une femme. C'est vraiment ce qu'il faut retenir par rapport à cela. Pour un grand public, on ne va pas donner un cours de médecine ici, mais il a dit déjà l'essentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est de poser le vrai diagnostic. Oui. Comme il a dit, il y a 2 types, les primaires et les secondaires. Maintenant, comme les étiologies, les causes des secondaires sont multiples, il faut les identifier.
Est-ce que ce sont des fibromes? Est-ce que ce sont des infections? Est-ce que ce sont des malformations congénitales? Comme il a dit, le col peut être fermé, une sténose, ça peut être fermé par un diaphragme, ou bien ça peut être lié au fait que la jeune fille a manipulé pour faire des IVG. Donc ça se cicatrise, ça se rétrécit et il faut beaucoup plus d'efforts pour l'utérus pour évacuer le contenu et ça fait plus mal. Et donc il faut absolument chercher à identifier les étiologies et en fonction des étiologies donner un traitement adéquat. Mais sinon ça peut pousser à faire des erreurs plus graves parce qu'on peut prendre des règles douloureuses pour une grossesse extra-utérine. Or, grossesse extra-utérine, il faut faire une intervention chirurgicale. Donc il faut vraiment des avis des spécialistes pour pouvoir, si ça persiste, il faut établir le diagnostic normalement et apporter les soins qu'il faut. Mais d'une manière générale, les règles douloureuses ou les dysménorrhées primaires disparaissent avec les premières maternités. Vous voyez, c'est un problème anatomique. Mais est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que ça arrive à toutes les femmes? Parce qu'il y a des femmes, même après l'accouchement, continuent d'avoir des règles douloureuses. Alors là, ça veut dire que ça peut être mixte. Vous voyez, comme il a dit, ça veut dire d'une manière générale, quand c'est les primaires, c'est un problème structurel, c'est la texture de l'utérus. Il peut avoir des défauts de vascularisation. Les vaisseaux ne passent pas très bien et au moment de menstruer, lorsque l'intérieur doit se détériorer pour pouvoir s'évacuer, vous voyez, ça fait une petite ischémie et ça fait très mal. Et il y a la sécrétion de certaines hormones qu'on appelle les prostaglandines qui doivent contracter l'utérus. Hein? Mais avec le premier accouchement, ça fait que l'utérus se dilate avec les multiples sécrétions hormonales au cours de la grossesse. Habituellement, s'il n'y a pas une autre étiologie comme les adénomyoses, les fibromes, les dysménorrhées primaires essentielles disparaissent avec la première grossesse. Mais par contre, lorsque ça persiste, il peut y avoir maintenant une autre cause. Ça veut dire qu'elle était primaire, maintenant secondaire liée à une autre cause, par exemple à un fibrome, à une infection, à une adénomyose ou bien à une autre pathologie qui peut expliquer cela. Les dysménorrhées primaires dont souffrent les jeunes filles, est-ce que c'est lié à une hygiène de vie quelconque ou bien à une alimentation? Est-ce que c'est lié à l'alimentation par exemple? Pas forcément. Quand c'est les primaires, c'est souvent constitutionnel. Ce n'est pas lié à une alimentation, une hygiène de vie forcément. Mais par contre, les secondaires peuvent être liés à une mauvaise hygiène de vie quand les causes sont infectieuses. Parce que, lorsque elle ne fait pas bien ses toilettes intimes, elle utilise des linges sales, tout ça, ça fait en sorte que ça entretient une infection génitale basse qui peut persister et ça peut persister et avoir des complications sur sa fertilité aussi. C'est pourquoi moi je dis aux jeunes filles que je rencontre, généralement, parce qu'on achète les serviettes hygiéniques dans des boutiques, parfois c'est jeté là par terre et tout, il y a la poussière qui s'y intègre, tout ce que vous voulez. Je dis, quand vous allez pour acheter ce genre de truc, voyez si c'est hermétiquement fermé, si c'est bien fermé. Parce que je suppose, je ne comprenais pas, mais je me dis, acheter des serviettes hygiéniques propres avant de les utiliser. Est-ce que, par exemple, comme vous venez de le dire, des serviettes hygiéniques sales ou bien quand c'est poussiéreux ou bien quand, je ne sais pas, est-ce que ça peut... Ça peut aussi, provoquer aussi à la longue. Oui, mais justement, si ça traîne à même le sol, voyez, c'est différent de la flore vaginale. Et lorsqu'il y a l'évacuation des menstrues par la voie génitale, ce sang-là conçut un bouillon de culture. Et si vous ramenez déjà les germes dans votre serviette, en présence de ce sang, ça fait une multiplication bactérienne, ça modifie la flore vaginale et ça entretient une infection. Ça peut être une des causes. Mais d'une manière générale, vous voyez, si c'est la flore, la lumière vaginale a été bien conçue de telle sorte que l'acidité est faite de telle sorte que ça fait une protection pour les voies génitales hautes. S'il n'y a pas une perturbation, il y a une protection. Ça veut dire que c'est comme vous voyez, la lumière vaginale, c'est le contenu, je peux comparer ça comme l'acide de batterie. Vous voyez, quand vous prenez l'acide de batterie, vous mettez une mouche dedans, elle ne peut pas survivre. Donc il y a aussi un pH qui est acide, pas forcément comme acide additif. Donc ça fait en sorte que les bactéries qui arrivent sont déjà éliminées. Lorsqu'il n'y a pas une perturbation, comme une serviette qui est sale. Mais pour les serviettes, tout le monde ne peut pas acheter les serviettes dans les boutiques. Il y a aussi ce qui est conçu en tissu, cousu et réutilisable.
il y a des promotions pour les pays à revenus limités. Les gens font des promotions. Je crois qu'ici, il y a un jeune qui est en train de faire la promotion de cela. Ça veut dire qu'on peut les réutiliser. Et là, il faut les laver, vous les repasser, vous les conserver dans un sac. Ça peut aller. Tout à l'heure, dans le reportage, il y a une jeune fille qui se plaignait du fait qu'elle avait 2 fois les règles dans le mois. Mais là, c'est un autre problème. Ce ne sont plus les menstrues ou les règles douloureuses. On appelle ça une ménométrorragie. Ça veut dire que c'est des saignements liés à d'autres causes. Par exemple, un myome ou un fibrome qui est à l'intérieur de l'utérus, ou situé juste en bas de la muqueuse, peut faire en sorte que la dame peut saigner 2 fois pendant les menstrues. C'est ça qu'on appelle métrorragie. Des saignements en dehors de menstrues. Ce n'est pas forcément les menstrues. Et là, il faut une consultation gynécologique pour établir les étiologies de ces troubles de saignement. Mais pour une femme, elle dira que non, j'ai eu 2 fois mes menstrues au cours de cycle, mais ce n'est pas forcément les menstrues. Les autres, c'est lié à une pathologie. Mais il peut avoir des saignements liés à une cause hormonale, des troubles hormonaux qui peuvent, par exemple, les femmes qui utilisent certains produits cosmétiques, des corticoïdes là, qui peuvent créer des feedbacks et troubler la sécrétion hormonale au niveau ovarien et faire en sorte qu'elle peut saigner 2-3 fois sans qu'il y ait une cause organique comme un fibrome ou autre chose. D'accord. Même Singa, est-ce qu'à la longue peuvent empêcher la jeune fille de tomber en grossesse? Les règles douloureuses primaires, normalement non. Non. Mais par exemple, si c'est lié à... Et quand c'est continu, même après la grossesse? Mais si c'est lié à une certaine étiologie, par exemple, l'imperforation hyméniale. Ça veut dire que l'hymen, normalement, il y a un orifice à l'intérieur qui permet l'évacuation de menstrues. Ou soit il y a un diaphragme qui devait se résorber pendant la conception de la croissance de la jeune fille au niveau de l'utérus, de sa mère, mais ça ne s'est pas résorbé et ça persiste. Ça fait en sorte que pendant l'adolescence, elle va passer plusieurs mois sans voir ses règles, ses menstrues sortir. Hein? Ça s'accumule, on appelle une hématométrie ou hématocolpose, ça veut dire ça reste à l'intérieur de l'utérus et au niveau du vagin. Ça peut être des causes, mais habituellement, la douleur fait en sorte qu'elle est arrivée à l'hôpital, les médecins se rendent compte et on fait le traitement et l'obstacle est levé. Mais dire que règles douloureuses primaires peuvent empêcher carrément la fertilité, non. Dès lors que c'est pris en charge, vous avez une question? Tantôt, vous avez voulu parler? Est-ce que la douleur peut, la première, est-ce que la douleur peut amener, par exemple, la mort d'une fille? Est-ce que c'est possible? Peut-être si elle n'est pas prise en charge. Vous voyez, la mort peut être de plusieurs causes, hein, à moins que, bon, tellement qu'elle n'arrive pas à être soulagée, à chaque mois ça revient. Si elle est abandonnée à elle-même, peut-être qu'elle peut se suicider. Mais sinon, entraîner une maladie au point où elle va mourir, je ne pense pas que ça... Il parle de la douleur. La douleur. Mais c'est ça, ça peut conduire à la mort. Parce que généralement, quand ça les prend, tu sens toujours des gémissements. Oui, mais c'est ça. C'est ce que je dis. Hein. Elle peut se torturer, mais la douleur, c'est la douleur. Faire un choc, peut-être. Mais d'une manière générale, la douleur, elle peut être calmée par le traitement. Ce n'est pas une maladie mortelle comme les autres maladies. Hein, c'est une maladie, je pense que elle est mineure. Hein, elles ne peuvent pas forcément amener à une mort comme une grossesse extra-utérine. Si elle n'est pas soignée, elle amène à la mort, non. Mais si la douleur provoque des troubles psychologiques, la personne peut se suicider. Dans ce cas, ce n'est pas une de cause, mais non des causes à effet, je pense. Il y a une dame, il y a une jeune femme qui dit qu'elle prenait des ibuprofène et on lui a dit que c'est pas bien. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments que les jeunes filles prennent pour vraiment atténuer cette douleur et qui peut à la longue avoir d'autres conséquences? Non, il faut comprendre l'étiologie, la physiopathologie de la douleur. Elle est multiple. Si c'est lié à une infection, une inflammation, il faut donner un anti-inflammatoire. Si c'est lié à un spasme, l'utérus se contracte pour évacuer, il faut donner un antispasmodique. Donc à chaque cause, il faut un traitement. Ce n'est pas le même traitement. Mais par contre, l'anti-inflammatoire dont elle parlait, le Brufen, à forte dose, il n'y a pas de problème. Mais si c'est à faible dose, ça fait un effet anti-agrégant plaquettaire et ça fait qu'on a l'impression qu'elle saigne beaucoup. C'est pour ça qu'il faut éviter les aspirines à faible dose, sinon ça augmente le saignement. Mais sinon, à dose normale, anti-inflammatoire, on ne voit pas d'inconvénient. Mais pendant longtemps, ça a été considéré comme si ce n'était pas une maladie, les règles douloureuses.
Bon, mais une maladie... Quand on en souffre, on se dit... non, si on revient à la définition de la santé... On te dit ça va, il n'y a pas de souci, tu n'as pas besoin de médicaments, tu supportes en fait, tu supportes la douleur. Voilà le message qu'on entendait. Moi, je reviens toujours pour dire que si nous prenons la définition de la santé, on a dit c'est un état de bien-être physique, psychologique, moral, social, qui ne consiste pas seulement en absence de la maladie. Ouais. Donc si elle a mal, elle crie, elle n'arrive pas à aller à l'hôpital dans son lieu de travail, est-ce que socialement elle n'est pas en bonne santé? Non, ça veut dire que les règles douloureuses, c'est une pathologie. Ça nécessite une prise en charge. Vous aurez un message de sensibilisation à l'endroit J'ai appris que le chaude aussi empêche la douleur. Hein. Bon, mais ça, c'est des méthodes de phytothérapeutes, qui peuvent arriver. Bon, mais le message, c'est qu'il ne faut pas rester et faire une automédication quand on souffre de règles douloureuses. Il faut consulter. Il faut bien consulter et lorsqu'on consulte, on se rend compte de l'éthologie, on prend en charge, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas rester, faire un traitement, soi-même sans voir un médecin. Le traitement devient plus dangereux que la maladie et ce n'est pas bien. Nous allons passer à la troisième rubrique, Entre nous, où nous allons parler de la relation entre belle-mère et belle-fille. Nous allons suivre le reportage et on revient tout de suite sur le plateau pour en parler. Bon, souvent, c'est des relations qui finissent toujours dans de très bonnes conditions, mais tout cela dépend de la belle-sœur, parce que chacun a reçu son éducation de son côté. Maintenant, si vous êtes ensemble, cela dépend aussi de ton comportement vis-à-vis de ta belle-sœur. Et maintenant, si tu as une bonne relation avec ta belle-sœur, et la belle-sœur aussi a une très bonne relation avec toi, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Je suis mariée depuis 4 ans. Et mère d'un enfant âgé d'1 an et demi. Et je vis ici avec mon mari. Et bon, je vis dans la concession familiale avec la grande famille, plus particulièrement sa maman qui est ma belle-mère. Mais moi, particulièrement, c'est une question d'éducation de base. Au fait, quand tu es appelé à respecter les grands et les grandes, il n'y a pas de problème. Et ma belle-mère, je la prends comme ma maman directement. Puisque je suis une orpheline de mère, quand je suis venue auprès d'elle, elle m'a accueillie. Et la façon dont elle m'a accueillie, c'est le retour que je lui ai aussi donné. Au début, je me réservais. Mais elle m'avait dit que non. Ma fille, moi je te prends au même pied d'égalité que mes filles. Donc s'il y a un problème qui te dérange, s'il y a quelque chose qui te dérange, il faudrait que tu viennes auprès de moi et qu'on puisse en parler. Si l'enfant est éduqué, a reçu une bonne éducation dans le bas âge, il saura comment manipuler sa maman, comment être avec sa maman ensemble avec sa femme et ne pas avoir de problème. C'est le problème de tempérament. Alors, je n'en veux pas. Et si vraiment l'homme ne prend pas ses responsabilités, le garçon ne prend pas ses responsabilités, c'est là qu'il va poser problème entre la belle-fille et sa belle-mère. Dans la manière traditionnelle, ça s'est passé bien. Mais actuellement, notre mode de vie actuel, tout le monde ne vise que l'intérêt. J'aimerais que les belles-filles regardent un peu la tradition. Eh bien, retour sur le plateau de votre émission Nous les femmes. Vous avez suivi tantôt le reportage qui parle de la relation entre belle-mère et belle-fille. On va dire que les témoignages sont divers. Vous avez voulu dire quoi tout à l'heure, docteur? Non, mais... Je vous voyais faire ça comme si vous n'êtes pas d'accord. Quand on parle de question d'intérêt, bon, la vie en société, c'est basé sur les intérêts. C'est les intérêts, oui. C'est parce que la jeune fille a trouvé son intérêt dans le garçon, elle vient, elle se marie à lui. Donc, c'est basé sur les intérêts, donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Mais les problèmes arrivent lorsqu'il y a un problème des us et des coutumes. Oui. Il y a aussi nos habitudes. Il faudrait qu'on dépasse un peu certaines de nos coutumes qui posent problème.
Il faudrait qu'on les accepte. Tant qu'on n'essaye pas de comprendre cela, ça va poser problème. Donc on dit, bon, moi je suis chrétien, quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il deviendra une seule personne. Ça veut dire qu'il doit quitter la concession familiale pour s'asseoir dans sa propre concession, sur à sa femme, sans oublier ses parents. Vous comprenez? Ça veut dire que si, avant son mariage, il assurait la ration à son grand-père ou à son père qui est retraité, il faut qu'il continue à le faire. Et, vous voyez, si les parents trouvent leur intérêt dans cela, comme l'a dit l'autre, le premier témoignage, si le garçon prend ses responsabilités, il n'y aura pas de problème. Mais tout dépend de l'éducation de base. Tant qu'il n'y a pas une bonne éducation de base, il y aura toujours ces petits frottements et tant qu'on reste toujours là, la cour commune où tout le monde est là, la belle-fille viendra, la petite sœur de mari viendra, la belle-mère trouvera que la sauce n'est pas bien préparée et il y aura toujours cet entretien. Mais lorsqu'on est dans sa propre concession, on se retrouve à des occasions et là, ça renforce les liens. Mais si le père avec sa femme, le fils avec sa femme, dans la même concession, il y aura toujours des frottements. C'est pour ça qu'on dit que même si c'est la belle-mère qui est dans la même concession avec la femme de son fils, là, ils auront toujours des problèmes. C'est pour ça qu'il faut prendre des dispositions. C'est pour ça. Je pense qu'il faut qu'on dépasse un peu. Qu'on trouve le juste milieu. Oui, le juste Après, milieu. le dernier monsieur, il insiste sur la tradition. On ne sait pas ce qu'il veut dire exactement. Oui, mais le respect. Parce que le respect parce que c'est primordial. Est-ce que c'est normal qu'une jeune fille arrive là, elle se met à insulter sa belle-mère? Si la belle-mère n'avait pas donné naissance au garçon, elle n'avait pas trouvé son mari. Donc elle doit du respect. Mais si elle ne le respecte pas, c'est pas normal. Donc tout dépend de... Elle a parlé, il y a quelqu'un qui a parlé, je pense que ça doit être toujours le dernier monsieur, il dit il faut aider aussi la belle-mère. Ça paraît parfois un peu difficile pour nous les jeunes. Non, mais souvent... On peut aider de temps en temps, mais c'est pas tout le temps en fait. En réalité, la réalité c'est quoi? La réalité, c'est que les belles-mères, elles sont jalouses de leurs garçons. C'est ça. C'est naturel. Oui, c'est tout à fait naturel. Oui. Elles ont eu le garçon, elle l'a élevé, elle a fait de lui un homme, un bel homme, qui a une bonne situation. Il épouse une jeune femme. Et elle ne peut pas permettre à ce que cette jeune fille vienne vraiment manquer de respect à son enfant ou bien ne pas l'entretenir, voir qu'il a une cravate qui va de côté et qu'elle n'arrange pas, excusez-moi, qu'elle n'arrange pas la cravate ou bien qu'il va avec un djellaba qui est froissé et tout. Bon, à ce moment-là, elle va faire une réflexion à sa belle-fille, mais écoutez, mais attends, c'est pas normal. Ou bien même le garçon va dire, mais attends, moi, ma mère, elle m'entretient, elle fait des réflexions. Quand je sors, je dois sortir impeccable, donc tu dois faire attention à moi. Et il y en a qui vont mal prendre ça, et puis après, c'est cela, quoi. Il y aura toujours ces petites querelles-là. Mais l'idéal, c'est qu'il ne faut pas qu'ils vivent dans la même maison. Loin des yeux, près du cœur. Voilà. Et la relation va être nickel. Le problème aussi, c'est que j'ai discuté avec une de mes filles, alors des jeunes filles et tout, il dit, oui, mais moi je vais épouser un homme qui n'a pas de mère. Je pense que ça se dit souvent. On entend souvent. Non, mais ça chez nous, chez nous ils demandent, est-ce que vous avez un manguier devant la porte? C'est comme ça, un manguier. C'est pour dire que votre mère est vivante, est-ce qu'elle est là à côté? Parce que si vous dites qu'il y a un manguier, bon, il dit que non, vous êtes écarté. Mais ce qui est bien, c'est vraiment de voir que la fille, la belle-fille voit la belle-mère comme une maman et puis les choses vont bien se... C'est une question de relations humaines. Il faut aussi dire aussi que quelquefois, les mamans mettent aussi un peu trop aussi des paroles sur les filles. Donc il va falloir aussi qu'ils essaient aussi de se contrôler dans ce qu'ils font. Tu vois, c'est pas aussi prendre tout de suite toutes des décisions par rapport au foyer de ton fils. Donc il va falloir aussi se contrôler, il va falloir aussi être souple pour permettre que le foyer soit bien. Mais l'idéal, c'est d'être loin. Et pour moi, c'est de jouer le juste milieu. C'est jouer le juste milieu, c'est d'utiliser aussi le traditionnel, comme il a dit là. C'est aussi d'utiliser aussi ce qu'on appelle un peu le modernisme. Il faut aussi utiliser un peu, trouver le juste pour permettre que le foyer soit bien, pour permettre aussi que de deux côtés, la famille se sente à l'aise. Vous êtes marié?
Il ne faut pas arriver à... Non. Il faut pas arriver au point où vous dites au monsieur, bon, vous êtes obligé de faire le choix, ou c'est ma mère, ou c'est ta mère, ou c'est moi, ou bien, ou c'est ta femme, ou c'est moi. Il ne faut pas en arriver là. Il faut dialoguer, il faut parler, il faut beaucoup de respect. C'est l'homme, hein? De l'homme, c'est la responsabilité de l'homme. C'est l'homme. Lorsqu'il ne met pas chacun à sa place. Voilà. La mère à sa place, sa femme à sa place, et avoir des lignes pour chacune, il n'y aura pas de problème. Mais il ne faut pas avoir une grande différence dans le mariage aussi. C'est une très grande différence culturelle, ça pose problème. Et quand la belle-fille arrive chez elle, elle chauffe la nourriture avec des micro-ondes, elle arrive, sa belle-mère utilise le foyer traditionnel, elle va dire que non, ça c'est les manières des sauvages, tout ça. Ça veut dire que dès le début, si on ne trouve pas de juste milieu, vraiment, cette grande différence pose problème aussi. Mais si on pense à cette différence, on ne va pas se marier, docteur. Oui, bon, c'est... Le cœur ne se trouve pas forcément tout près. Bon, je disais hier à un de mes collègues, là, un jeune médecin qui est dans mon service, je lui dis, il dit que sa femme est aux États-Unis, lui, il arrive ici avec le autostop là, et sa femme là-bas, elle a sa voiture. Quand elle va rentrer, ils vont célébrer le mariage, je lui ai dit, mais non. Il y aura des problèmes. Il a dit que non, il n'y aura pas de problème. Il s'aime. Je dis que non, il y aura des problèmes parce que la différence est très grande. Ouais. Quand sa femme arrive, ils vont se marier, elle doit quitter chez elle pour arriver au travail à pied. Il y aura des problèmes. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas une grande différence dans le mariage. Bien sûr. Mais cela n'empêche pas qu'on se marie quand même. Ben oui, on se marie. Classe sociale. De toutes les manières, la base du mariage, c'est l'amour. Hein. À la base, il y a l'amour et donc tout se passera bien. Quand le docteur parle comme ça fait peur aux célibataires. Ah non. Il ne faut pas hésiter à s'engager. Ou ça vous crée un peu le doute dans la tête? Non, ben, comme la maman a dit, c'est juste si déjà la base est construite par l'amour, je pense que voilà, elle va venir, elle va marcher au pied, on va aller prendre les bus ensemble, on va aller au boulot. Moi, je pense que c'est ça. S'il y a déjà la base est déjà construite avec l'amour, voilà. Mais si déjà la personne essaie de voir déjà son côté social, essaie de voir, ben, moi je ne suis pas comme ça, comment j'arrive. Voilà, là, il y a déjà un problème là. Donc, c'est que l'amour n'est pas déjà un peu au fond de la chose, quoi. C'est un peu ça. C'est un avis. Moi, je pense que dans tous les cas, tous les mariages, il y a d'abord l'amour. Mais il y a des facteurs favorisants. Il y a des facteurs favorisant le bon vivre ensemble. On va passer maintenant à la dernière rubrique, style de vie. Et pour en parler, nous avons Mems Design qui est avec nous. Est-ce que la mode est ancrée dans nos habitudes ici au Tchad? La mode, c'est pas encore connu ou bien encore, c'est pas encore sur le tapis comme on le voit dans d'autres pays. On peut facilement vendre nos créations, faire beaucoup de choses. C'est un peu difficile encore au pays. Nous sommes encore à l'état d'apprendre, de se faire former, d'essayer de se faire connaître encore au public. Vous nous avez ramené quoi? J'ai ramené juste les conseils pour donner aux femmes, voilà, de pouvoir déjà essayer de s'habiller un peu tchadien, d'accord, d'essayer de voir comment on a tellement de matières qu'on peut utiliser au pays ici et ils peuvent se rendre belles pour représenter leur culture. Est-ce qu'on a un style typiquement tchadien? Déjà, quand je vois déjà la maman, elle est vraiment habillée bien comme une tchadienne. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, on reconnaît beaucoup les femmes à travers déjà le lafaille. Vous voyez, le lafaille, on le reconnaît avec ça. Quand tu arrives quelque part dans un autre pays et que tu vois une femme, tu vas tout de suite poser les questions, est-ce que c'est pas une tchadienne? Quand tu vois déjà les femmes avec déjà les hinés, nous on appelle ça les hinés ici, les tatouages un peu, en français on va dire les tatouages, mais en notre jargon c'est les hinés. Et ça c'est des choses que les tchadiens doivent mettre ça en valeur. Les femmes tchadiennes doivent mettre ça en valeur pour permettre qu'on puisse vendre ces trucs ailleurs.
Vous voyez, aujourd'hui, la mode, ce n'est plus maintenant question juste d'habiller, mais ça crée beaucoup de l'emploi. Au-delà de l'emploi, c'est aussi un peu de vendre l'image de la culture ailleurs. Bien sûr. Et c'est ce qui ne se passe pas. Il manque encore ces choses ici. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour une dame, hein, disons comme moi, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer en dehors de la faille? Qui puisse faire habiller, qui puisse faire sutra, c'est-à-dire qui est bien couverte. Voilà. Je pense qu'il y a... Avec quelle matière est-ce que vous travaillez les matières tchadiennes? Voilà. On a déjà les femmes Kotimaf qui sont à Facha, qui font déjà des tissus purement tchadiens. Moi, je pense que qu'il y a encore de travail à faire parce que la matière est un peu pas encore souple à notre façon de s'habiller parce que il reste encore de travail. Elle est restée encore à l'état brut, donc il faut encore un peu de travail pour permettre de sortir quelque chose de plus extraordinaire pour nos femmes tchadiennes. Donc, je pense que avec ça, on peut créer des robes de soirée, voilà, des robes pour aller en ville, des robes pour venir dans des cérémonies de mariage. Voilà, on peut créer beaucoup de choses avec. Mais il suffit que l'État essaie d'envoyer un peu de moyens là-bas pour qu'on puisse retravailler un peu encore ça. Il y a aussi les pains que Assar on fabrique. C'est elle qui est Assar qui fabrique déjà les pains tchadiens, qu'on peut déjà mettre ça, on peut créer beaucoup de choses avec pour permettre que nos femmes puissent être belles. Ouais, un peu. Donc je pense qu'il y a encore de travail à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Voilà pourquoi j'ai essayé de réfléchir. Il y a un festival que je suis en train de vouloir poser sur pied, qui est Tapis Rouge, j'espère en septembre, si Dieu le veut. Voilà. Et on va essayer de parler un peu des difficultés que rencontre la mode. Ok, merci Design. Le message est passé et puis pour terminer, on va aller un peu en musique pour détendre un peu l'atmosphère. De toute façon, c'était détendu, mais un peu de musique quand même pour terminer. Mère de l'humanité, plein de bonté, toutes nos appréciations envers ta modeste caractère ne pourra pas du tout suffire à ta juste valeur. Telle la seule à pouvoir supporter nos caprices. Pire encore, notre tutelle quand tu voulais simplement nous épargner du danger de la vie. Ça fait mal de voir une mère souffrir ou encore être battue et négligée. Oui, c'est vrai qu'on n'a rien pu faire à nos mères, simplement parce qu'on n'a pas eu juste une minute pour les dire merci. Mais pour ceux qui ont encore le temps, dites-leur simplement merci et valorisez leur temps. Elles méritent mieux que tout au monde, puisqu'elles sont les seules à souffrir pour nos désirs. Ouais, elles méritent tout le bonheur du monde. Ouais, elles méritent tout le bonheur du monde. Maman, c'est le symbole vivant de la résistance, de la lutte au militarisme à l'endurance, de l'effort, du courage, la détermination, la foi et de l'espoir. Je m'incline et lui fais la révérence pour tout ce qu'elle endure chaque jour jusqu'à présent dans sa vie. Oh maman, y'a dit comme Dieu, y'a Boudjumbo, Oldoïba, Missine Dunia,
Maria, nous sommes des Ya ujumbo Ondoiba, misine dunia Ojumle Daga goto mama Angmeyo so semse Ulagam dik mama Ojumle Daga goto mama Angmeyo so semse Tapam dik mama Angmeyo so semse Ulagam dik mama Ojumle Daga goto mama Angmeyo so semse Tapam dik mama Maman, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait sans me rendre compte. Aujourd'hui, à travers ces paroles que tu écoutes, ça pourra te soulager. Merci, maman. C'est beau. Ils sont jeunes, ils chantent bien. C'est trop beau. Ils chantent la femme, ils chantent très la beau mère. film avec Bravo. des belles chansons, des belles paroles. Il faudrait les inviter, ceux-là. Là. Ah, pourquoi pas? Oui. Vu qu'ils chantent la mère. La mère. Oui. Les femmes aiment toujours ça. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission Nous les femmes. Merci de l'avoir suivi. On était sur le plateau avec Ashta Saleh Daman, que vous venez de suivre le portrait. Ensuite, un médecin gynécologue était avec nous pour nous parler des règles douloureuses. Nous avons terminé avec notre styliste, Mems Design, pour parler de la mode tchadienne et en général. Ouais. Voilà, merci à toute l'équipe de l'émission. Nous les femmes, vous êtes formidables. Merci. On se retrouve à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Intima marasaki, intima marabaki.